Alors manger, est-ce un médicament? C'est peut-être sans doute la question qu'on pourrait se poser avec nos invités qu'on va vous présenter dans un instant. On va commencer peut-être par vous, Aline Lebrenne. Rapidement, pouvez-vous vous présenter? On vous connaît pour vos fameux bouillons. C'est ça. Donc je fabrique au Mans des bouillons liquides. Donc on va trouver sous un pot en verre, sous la marque Umami, des bouillons qui ont la particularité d'être riches en goût et riches en collagène aussi, qui est le collagène qui est une protéine dont on manque pas mal dans notre alimentation, et donc on a des vertus santé intéressantes, et ça vient remplacer les petits bouillons cubes tout cracra qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce. Bah oui, il faut le dire. C'est loin d'être clean, c'est plein de sel, c'est bourré d'additifs. Et nous, on vient vraiment essayer de déséquilibrer le marché en proposant une solution qui soit 100% naturelle, clean, avec des produits locaux, 100 km autour du Mans. Voilà. Avec nous également Julien Serry, bonjour. Bonjour. Vous êtes à nouveau sartois, vous, c'est ça? Exactement, Sartois. Vous êtes arrivé depuis en début octobre, un an. Ah, d'accord, il y a un an. Ça fait un an. Donc on s'adapte bien. Hein, donc ma fille est en train de déguster des rillettes. Tout se passe bien. Donc moi je suis chef de cuisine et créateur de contenu. C'est-à-dire que j'ai eu des restaurants pendant des années, et à la suite du Covid, j'ai fermé mes restaurants. Et donc j'ai essayé de me rendre utile et de continuer à porter ce combat que j'avais en cuisine. Et donc créateur de contenu avec une chaîne YouTube où j'ai un programme qui s'appelle De la fourche à la fourchette. Et je me rends chez des agriculteurs pour expliquer aux consommateurs ce qui se passe derrière leur assiette. Avec nous également Mélanie Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste et diététicienne. Vous avez créé la boîte à NEP, c'est ça? Exactement. Donc, je suis diététicienne en Sarthe depuis 15 ans et j'ai créé la boîte à NEP, NEP pour nutrition, éducation et prévention. L'idée, c'est d'expliquer à chacun comment fonctionne le corps et du coup l'intérêt du bien manger. Très souvent, il y a un phénomène de magie en disant mais en effet, 95% de ce qu'on mange va passer dans notre sang. Et donc, si on mange des produits de qualité, on va en effet avoir une meilleure chance quand même de se préserver notre santé. Donc, on fait du lien autant avec ce que produit Aline que les producteurs au plus près de chez nous. Et vous participez à cette table ronde. La santé dans l'assiette, vous avez donc tout bon par rapport à ce que vous faites. Élie Orpin, bonjour, vous êtes éleveur à Chantenay-Villedieu, de bovins, de porcs également. Voilà. Et vous nous apporterez vos lumières sur l'amour des bêtes et que vous élevez au quotidien. C'est ça? Vous avez un cheptel de combien de bêtes? Alors, comme vous l'avez dit, je suis éleveur à Chantenay-Villedieu. Voilà, donc une zone de polyculture élevage. Hein. On élève des porcs, on est naisseur-engraisseur. Et on alimente nos porcs avec les céréales que l'on produit sur l'exploitation. Et puis, on est aussi éleveur de bovins. Voilà, donc tout en filière de qualité. Voilà, on travaille avec des partenaires locaux, notamment la charcuterie Com. Voilà. D'accord. Et comme vous parliez de filière de qualité, on va passer le micro à Nathalie Kéroas, qui est la présidente de quelque chose que vous connaissez certainement, Bleu Blanc Cœur. On le voit sur les emballages alimentaires qu'on peut acheter chez les bouchers, charcutiers également, Bleu Blanc Cœur. Madame la présidente, rappelez-nous rapidement ce que c'est. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche de qualité qui s'attache à valoriser les modes de production agricole et notamment les agriculteurs qui s'engagent à diversifier, varier l'alimentation de leurs animaux avec des sources végétales naturellement riches en oméga 3. Alors ça peut être l'herbe, tout basiquement, les fourrages d'exploitation, les graines de lin ou la luzerne dans l'alimentation des animaux. Donc on apporte de la variété, de la diversité et l'équilibre dans la ration des animaux et in fine, on améliore la composition nutritionnelle des viandes, des produits laitiers, des œufs qui font notre alimentation du quotidien. Alors, démarche Bleu Blanc Cœur a la singularité de piloter des obligations de résultats. Ça veut dire que c'est l'obligation de résultat nutritionnel qui va dicter le cahier des charges, et puis ensuite on a plusieurs moyens d'y arriver. Donc au-delà de la nutrition, on améliore aussi l'impact environnemental et on a cette volonté d'être accessible au plus grand nombre, faire en sorte que cette démarche de qualité soit accessible, comme vous l'avez dit, dans les réseaux de la grande distribution, chez les artisans. Donc écoute, un producteur Bleu Blanc Cœur et un artisan Bleu Blanc Cœur à mes côtés, et donc c'est vraiment ça qui nous anime au quotidien. Frédéric Lalande, bonjour, vous êtes le PDG d'un salaisonnier. C'est comme ça qu'on dit, un charcutier
qui est située ici au Mans et qui fête ses 40 ans, je crois, cette année. C'est la charcuterie Côme. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc Frédéric, je suis le dirigeant de la charcuterie Côme, qui est située au Mans et qui travaille avec 40 éleveurs de la Sarthe. Et on a 40 ans, l'entreprise a 40 ans et ça fait 25 ans qu'on fait du bleu blanc cœur aussi. Donc la santé dans l'assiette, ça nous parle un petit peu. Vous avez été les premiers, je crois, dans les premiers à adhérer à la démarche bleu blanc cœur. Bleu blanc cœur à 25 ans aussi. Et c'est vrai que dans les années 2000, oui, on était dans les tout premiers. Voilà. Et il paraît que vous fabriquez entre 7 et 8 000 pots de rillettes par semaine, c'est ça? Alors, on empote, en fait, on remplit entre 7 et 8 000 pots au jour. Par jour? Par jour, voilà. Pas pareil. C'est pas pareil. Ça fait 500 tonnes de rillettes à l'année et tout est trempé à la louche. Alors la santé dans l'assiette, c'est donc la thématique de cette table ronde. En quoi on a une bonne santé quand on mange bien? C'est la question qu'on se pose et c'est la question que je vais vous poser. En quoi l'alimentation, ce qu'on mange tous les jours, ce qu'on fabrique ou pas, peut être bon pour notre santé? Je vous pose la question, vous qui êtes diététicienne, et puis après, bien sûr, chacun pourra répondre avec ces éléments de réponse. En quoi donc ce qu'on mange peut être bon pour la santé, notre santé? L'idée, c'est toujours d'alimenter le corps pour répondre à un besoin. Le besoin, c'est de le faire fonctionner. Alors, que ce soit le cœur, les poumons, le cerveau. Et la nécessité d'avoir des produits de qualité va permettre en effet d'alimenter correctement toutes les parties du corps. On prend souvent pour exemple les sportifs parce que eux, ils ont une nécessité pour arriver à une performance de devoir avoir une alimentation qui soit adaptée au fonctionnement musculaire. Sauf que ça, c'est vrai pour l'ensemble du fonctionnement du corps humain. Donc l'idée de manger du bon va permettre d'éviter au corps d'avoir des aliments, des molécules chimiques qu'il devra traiter, dont il n'en a pas l'usage. Donc notre recherche aussi, quand on conseille les patients ou qu'on conseille au niveau de nos box d'éducation à la santé, c'est vraiment de dire, voilà, vous voyez, il y a un produit qui est simple, qui est peu transformé, que vous pouvez trouver localement ou en France et qui va répondre à une nécessité du bon fonctionnement du corps. Vous parliez de produit qui est bon. C'est quoi un produit qui est bon pour le public, pour les consommateurs que nous sommes? Un bon produit, c'est quoi? C'est quelque chose qui est brut à la base et qu'on transforme nous-mêmes avec les choses que l'on mettra dedans, qui ne sont pas forcément des choses industrielles? Exactement. L'idée, c'est déjà de bien comprendre que la notion du bon pour le consommateur, c'est un produit qui va être relativement simple et très peu transformé. S'il est peu transformé, le corps va mieux arriver à le digérer et donc à l'utiliser et que ça va optimiser le fonctionnement général. C'est ce qu'on appelle l'alimentation ultra transformée qui aujourd'hui est vraiment problématique. Quand on parle du pain, on commence toujours par le grain de blé qui est produit par l'agriculteur et après on va expliquer justement de par la transformation qui va être faite, on va avoir des pains de très basse qualité ou des pains de très haute qualité nutritionnelle. Et donc, c'est bien de comprendre comment le grain de blé il va être transformé et comment, en effet, les effets sur le corps vont se ressentir en sachant qu'on va avoir des produits de qualité qui vont se consommer sur des dates suffisamment longues pour ne pas avoir à aller chercher des produits ultra transformés dans lesquels on va mettre des molécules chimiques pour tenir la conservation. J'ai l'habitude de dire que certains pains, quand on les achetait dans les années 2000, 7 jours après, ils étaient moisis. Aujourd'hui, ces mêmes pains empaquetés, vous les gardez un mois, ils ne sont toujours pas moisis. Donc, en effet, pour arriver à tenir ce produit-là sur un mois, c'est bien qu'il y a eu une transformation, alors qu'on a matière à avoir des pains de haute qualité nutritionnelle qu'on va conserver 4 jours, mais parce que le grain de blé et la méthode de fabriquer le pain, elle n'a pas du tout été transformée de la même manière. D'accord, la méthode de fabrication, Julien Serry, vous en connaissez peut-être un rayon, puisque avec votre programme de la fourche à la fourchette, vous allez voir chez les producteurs, c'est ça, comment ils travaillent avant de transformer ces mêmes produits dans vos cuisines? Mais moi, en fait, l'idée, c'était plus de montrer que derrière chaque produit, il y a de l'humanité. À partir du moment où on perd cette humanité derrière un produit,
il faut commencer à se poser des questions, à se demander si c'est bon de le consommer. Je veux dire, je veux pas dire mais quand on mange un Babybel, c'est pas la même chose que quand on mange un fromage de chèvre artisanal. Donc moi, à partir du moment où derrière il y a cette humanité, je sais que le produit est bon. J'ai pas la science que vous pouvez avoir sur les produits, alors peut-être un peu plus sur le pain parce que c'est ma partie. Mais j'ai pas cette science-là. Donc j'ai cherché des moyens assez simples de transmettre ces valeurs. Et donc en me rendant chez les agriculteurs, en parlant avec eux, en parlant de leur quotidien, parce que quand on mange un bout de fromage, un bout de pain, qu'on mange des rillettes, en fait derrière il y a des éleveurs, il y a des gens qui se lèvent le matin. Et nous on n'en a pas conscience parce qu'on a cette facilité d'aller au supermarché et puis de se dire bon allez, le mieux que je puisse faire c'est d'aller dans un supermarché, peut-être un Biocoop ou quelque chose, ou aller au marché. Mais on n'a pas forcément conscience de ce qui se passe derrière. Et pour moi, le gage de qualité, il est dans l'humain, et je rejoins Bleu Blanc Cœur aussi là-dessus, parce que au sein de Bleu Blanc Cœur, il n'y a que des éleveurs, des agriculteurs, enfin des êtres humains qui produisent notre nourriture. Nous, cuisiniers, on n'est vraiment qu'à la fin. Donc on a le beau rôle, en fait. C'est facile pour nous. Donc vous allez rendre visite, c'est ça, à ces éleveurs, comme d'ailleurs Élie Orpin, qui en est un, je vais y arriver, un éleveur. La santé passe par ce que vous produisez, et ça c'est avec conviction que vous proposez vos bêtes. Porcs et bovins. Parlez-nous de votre travail en fait. En quoi ce que vous proposez ensuite donc à vos clients est bon? Effectivement, c'est toujours une fierté quand notre travail est reconnu, parce que bon, le métier de l'élevage, c'est compliqué, c'est très intéressant. Mais comme vous disiez tout à l'heure, il y a énormément de travail avant que ça arrive dans l'assiette. Mais vraiment, c'est une fierté d'avoir un produit bon et reconnu, connu et reconnu à la fin. Quand on fait notre travail, on essaye de le faire au mieux. Alors le but, hein, on peut développer toutes les étapes de notre métier, mais dans les grandes lignes. Ouais, la conclusion la plus rapide, c'est de dire de bien nourrir les animaux pour bien nourrir les gens. En fait, c'est quelque chose d'hyper important, quoi. Donc nous, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une zone de polyculture élevage, et on a un petit peu toutes les productions qui sont liées au sol. Et en fait, ce système de production, à partir du moment qu'on n'ait pas des grosses unités, je dirais même en France, hein, on a encore des exploitations à taille humaine, et ça met encore l'humain au centre, l'homme au centre de son exploitation, et ça valorise encore la qualité du fait des petites entreprises qui restent au niveau agricole par chez nous. Dans tous les domaines de production, que ce soit en volaille, en bovin, en porc, on a encore une multitude de productions localement, et qui sont très bonnes, et qui sont aussi très bien valorisées par tout un circuit. Combien de bêtes vous avez, vous? Combien de bovins, combien de porcs? Alors en porc, nous, c'est une petite unité, on a 90 truies. On appelle ça naisseurs-engraisseurs, c'est-à-dire toute la filière. On livre à peu près 2000-2200 porcs par an à la charcuterie Com. Donc, ils sont alimentés exclusivement de nos céréales produites sur l'exploitation. Et puis, bien évidemment, on est dans la filière Bleu Blanc Cœur. Voilà. Donc, ce qui signifie quoi, du coup, vous êtes d'être dans la filière Bleu Blanc Cœur. Donc de la graine de lin. C'est dans notre cahier des charges. On doit apporter de la graine de lin pour avoir le taux d'oméga 3 nécessaire dans la viande pour le bienfait de cette viande. Et c'est ce qu'on retrouve sur les poudriettes de chez Com, en fait, oméga 3, riche en oméga 3. Vous retrouvez en fait tout l'ensemble de la charcuterie, parce que moi je travaille seulement et exclusivement avec les éleveurs comme Élie Orpin, on en a 40, et sur l'ensemble de la gamme l'ensemble de la gamme charcuterie et Bleu Blanc Cœur, puisque mon métier est de valoriser l'ensemble de la carcasse. Et donc j'achète seulement et je travaille seulement avec ces 40 éleveurs qui sont issus de la Sarthe. Alors, la santé dans l'assiette pour la charcuterie Com, c'est bien choisir ses fournisseurs de viande, ses éleveurs, c'est ça? En fait, avec un cahier des charges bien précis, celui que vous avez, mais aussi ceux auxquels ils peuvent adhérer, quoi.
Voilà, donc c'est que des éleveurs qui adhèrent à notre cahier des charges. Et c'est vrai qu'avant d'avoir, parce qu'on a l'habitude de dire ça, c'est pour avoir des bonnes rillettes, il faut un bon cochon. Et donc pour pouvoir avoir un bon cochon, il faut un cochon qui soit en pleine forme et la qualité, elle commence en fait ici. Et en fait, on va travailler sur 3 grands principes pour avoir un bon cochon. On va travailler sur son habitat. Nous, on l'a mis sur paille. On va parler de son âge. Donc, il a plus de 6 mois d'âge. Et puis, son bol alimentaire. En fait, et ça revient à la même chose pour l'humain. Pour que le cochon soit en pleine forme, il faut travailler sur son bol alimentaire. Donc nous, c'est céréales et graines de lin pour tout ce qui est bleu blanc cœur. Et déjà, quand vous avez un animal en bonne santé, forcément, derrière, on risque d'avoir un produit de qualité qui va aussi participer à la santé dans l'assiette en fait, de nos consommateurs ou du moins les nôtres. Nathalie Kéroas pour Bleu Blanc Cœur, la filière dont on disait quelques mots tout à l'heure. Comment vous allez chercher les éleveurs, ou est-ce qu'ils viennent frapper à votre porte pour adhérer à la filière, ou alors c'est vous qui allez les chercher, qui les sélectionnez? Y a-t-il un contrôle aussi régulier de ce qui est fait sur l'exploitation? Oui. Alors, du coup, la démarche Bleu Blanc Cœur, déjà, c'est une démarche collective de qualité. Donc, ça veut dire qu'elle fédère à la fois les agriculteurs, les acteurs de la nutrition des animaux, les acteurs de la transformation et de la mise en marché. Et le thème de la santé dans l'assiette nous parle particulièrement parce que Bleu Blanc Cœur s'est créé il y a 25 ans sur cet objectif d'améliorer la qualité nutritionnelle de l'assiette des Français en changeant les modes de production, ou en tout cas valorisant. Nous, on a coutume de dire chez Bleu Blanc Cœur, l'agriculteur, c'est un partenaire de notre santé, à nous consommateurs. Et c'est vrai que les messages ambiants, les discours nutritionnels actuels, c'est manger, on parle d'éviction, on donne la responsabilité aux consommateurs de dire il faut que tu repenses ce que tu mets dans l'assiette, il faut que tu changes tes habitudes alimentaires. Alors ça c'est vrai, il faut manger moins mais mieux. Mais c'est aussi important de considérer que l'agriculteur, c'est un partenaire de santé, et par ses choix de production, ça peut être un partenaire du consommateur pour mieux manger. Et Bleu Blanc Cœur s'est créé sur le concept des lipides, et notamment du fait qu'aujourd'hui, 98% des Français ne consomment pas la moitié des besoins, en moyenne la moitié de leurs besoins quotidiens en oméga 3. Les oméga 3, c'est important. Aline va parler de la même chose pour le collagène. On a créé des déficits dans la chaîne alimentaire. Et les oméga 3, on en a plein la nature parce que c'est le premier constituant, c'est l'herbe. Donc si on nourrit les animaux... Les oméga 3, on les trouve dans quoi donc dans l'herbe, alors dans les algues. Nous on va pas manger d'herbe, nous, mais les animaux... Voilà, d'où l'intérêt de passer par les animaux. Manger de l'herbe, de la luzerne, les poissons d'élevage, s'ils sont nourris avec du maïs et du soja, même si on pense que le poisson est bon et riche en oméga 3, ça ne va pas être le cas. Donc c'est effectivement à la base de leur chaîne alimentaire qu'ils vont trouver ces végétaux riches en oméga 3. Et c'est ça le travail de la filière Bleu Blanc Cœur, de remettre en fait du bon sens dans les chaînes alimentaires, remettre des végétaux d'intérêt nutritionnel qui apportent de la variété, de la diversité, de l'équilibre. On dit souvent chez Bleu Blanc Cœur qu'on met en place le PNNS des animaux, là, le Programme National Nutrition Santé, qui dit qu'il faut manger varié, diversifié, équilibré. Ben, nous, on le fait à l'étape de l'élevage et de l'amont agricole. Et comme on pilote une démarche d'obligation de résultat, on décrit la qualité nutritionnelle qu'on souhaite in fine. La question sur la mesure, c'est qu'on pilote des plans de contrôle analytique. Donc c'est une démarche de qualité qui pilote des mesures. Et vous pouvez prendre une rillette côme au supermarché ou une boîte d'œufs Bleu Blanc Cœur, vous l'analysez, vous voyez sa conformité par rapport à l'objectif du cahier des charges, et c'est distinctif d'un autre mode de production. Donc cette qualité nutritionnelle s'améliore, elle est mesurée analytiquement. Derrière Bleu Blanc Cœur, c'est 4 à 5 000 analyses par an sur toute la filière. Donc Elie a ses plans de contrôle analytique à la sortie de son élevage. Il y en a aussi à l'échelle de Côme. Et donc on a ces obligations de résultats, puis après bien sûr les obligations de moyens, c'est des audits, des exercices de traçabilité où on contrôle aussi toute la chaîne de valeur. Combien de producteurs à votre travail pour vous, enfin, ou en tout cas sont relais dans leur exploitation le cahier des charges Bleu Blanc Cœur? Alors Bleu Blanc Cœur a 25 ans et aujourd'hui c'est 7000 agriculteurs et éleveurs en France. Sur combien d'éleveurs en France? Alors on pèse 5% des filières agricoles en élevage, à peu près, en termes de part de production. Donc c'est une belle avancée. Nous, on a coutume de dire qu'il faut que Bleu Blanc Cœur se démocratise, parce que si on veut que ces enjeux de prévention santé, par le rôle de l'agriculteur, parce que c'est un outil de valorisation aussi, de se dire, voilà, je suis partenaire d'une qualité nutritionnelle qui
qui bénéficie aux consommateurs. Et une de ses spécificités, c'est aussi de l'avoir mesuré par des études cliniques. Car derrière Bleu Blanc Cœur, 25 ans, il y a 5 études cliniques publiées. On a une dernière en cours. Et j'avais juste envie de citer la dernière qu'on vient de terminer avec le centre hospitalier de Rennes, pour le coup, l'INRAE, le CNRS. C'était une étude sur des femmes enceintes et allaitantes. Donc il y a 80 mamans qui avaient pour projet d'allaiter, qui ont été recrutées par le centre hospitalier. Et 40 d'entre elles ont été tirées au sort dans le groupe Bleu Blanc Cœur et les 40 autres dans le groupe Bleu Blanc Cœur. Et à partir du 3e trimestre de grossesse, elles ont reçu à domicile des viandes, des produits laitiers, des charcuteries, des œufs, pour composer leur menu, donc soit conventionnel, soit Bleu Blanc Cœur. Et à l'issue de l'étude, on a regardé la composition du lait maternel. Donc 21 jours après l'accouchement, elles prélevaient du lait et une couche du bébé pour regarder les microbiotes. Et on a mesuré que les mamans qui ont consommé ce menu Bleu Blanc Cœur à recommandation strictement équivalente avaient 75% d'oméga 3 de plus dans leur lait maternel à régime constant. Donc ça veut dire que l'agriculteur, s'il a choisi de nourrir différemment ses animaux, ça bénéficie à la santé des mamans et donc du futur bébé. C'est ça. Donc, Élie Orpin, vous produisez donc différemment qu'un autre producteur en étant Bleu Blanc Cœur. Disons que nous, on a un cahier des charges pour la partie porc. On a notre cahier des charges défini. Donc, comme Frédéric le disait tout à l'heure, nous, notre porc, il est. Enfin, je pense qu'il y a aussi un phénomène d'âge qui est très important pour la maturité de la viande. Ça, c'est hyper important. Le logement, comme il le disait, nous, c'était un choix de l'avoir sur paille parce que pour le bien-être de l'animal et puis le stress. Je pense que le stress aussi, c'est super important. L'alimentation joue, mais il n'y a pas que l'alimentation qui fait foi dans le... C'est tout un équilibre, c'est un effet milieu aussi pour l'animal et... quand cet effet milieu-là il est réuni, évidemment, le facteur alimentation, il valorise encore mieux la viande, je veux dire. Enfin, ça transmet mieux après par rapport à toute notre chaîne alimentaire, parce que nous, on est le premier maillon, mais après, tous les gens qui sont ici, c'est toute la filière, quoi, jusqu'au consommateur. Jusqu'au consommateur final. Voilà. D'accord. Aline Lebrun, vous êtes donc la créatrice d'Oumani. Vous avez fait le choix un jour de fabriquer vos propres bouillons, c'est ça? Alors on va dire c'est anecdotique, mais Julien Serry vous dirait peut-être pas le contraire. Enfin, mettre du goût dans un plat, eh bien c'est important. Mais pourquoi avoir fait ce choix de se lancer dans les bouillons et plus ces fameux bouillons de cubes jaunes et rouges qu'on peut utiliser parfois? Alors là, l'histoire peut être un peu longue, donc je vais la raccourcir. J'ai d'abord créé Good Food for Mama, qui était un concept de panier frais prêt à cuisiner destiné aux mamans enceintes et en postpartum. Parce que moi-même, maman et belle-maman de 5 enfants, j'ai vite remarqué que bien manger quand on vient d'accoucher, c'est un peu la galère, ou c'est carrément la merde même. Et quand j'ai voulu construire cette offre, je m'étais très bien renseignée auprès de mes grands-mères, notamment, qui ont 10 enfants chacune, et qui consommaient du bouillon très régulièrement, même le matin au petit déjeuner. Et je leur disais, mais c'est quoi votre truc? Mais quand tu viens d'accoucher, c'est poule au pot, pot au feu. Alors moi, je me suis dit, comme si j'avais le temps de faire un poule au pot ou un pot au feu. Et je comprends que le bouillon est très bon pour les femmes enceintes et qui viennent d'accoucher parce que c'est plein de collagène, que le collagène, ça facilite la cicatrisation, que ça participe à la souplesse des tissus, donc les tissus musculaires, les tendons, la paroi intestinale. Enfin, il y a plein d'effets secondaires du collagène. Et en plus, on en manque beaucoup dans notre alimentation. Et donc, je crée mon concept Good Food for Mama. Je livre un peu partout en France des paniers frais. Et les gens viennent me chercher pour le bouillon, qui était au centre de mes paniers, que je ne fabriquais pas à l'époque. J'avais trouvé un sous-traitant bien gentil, et qui n'était pas d'ailleurs en France, et qui me fabriquait mes bouillons selon ma recette. Et partant de ce constat qu'il y avait une vraie demande sur le bouillon, j'ai été frappée aux portes de la charcuterie Com en leur demandant est-ce que je pourrais essayer de fabriquer des bouillons chez vous, parce que vous avez des belles marmites que moi je n'ai pas. J'ai juste des chambres froides chez moi, si vous pouviez me prêter des marmites pour faire des essais. Et Frédéric m'a regardé un peu avec les yeux comme ça en me disant du bouillon liquide, mais si personne n'en achète, c'est qu'il n'y a pas de marché. C'était sa première réflexion.
Et puis finalement, en construisant l'idée, le projet, Frédéric m'a un peu rejoint dans l'aventure et a compris en fait l'intérêt santé de ces produits-là, qu'on ne trouve pas sur le marché. Des bouillons liquides, ça n'existe pas, ça n'existait plus en fait. Pourquoi ? Alors ça, c'est une vraie question. Je pense qu'il y a peut-être eu l'empreinte de la vache folle. Dans les années 90-80 où on a supprimé un peu les os de notre alimentation, bien que ce qui n'est pas trop compréhensible, c'est que partout en Europe on a gardé cette culture du bouillon. En Italie, en Espagne, en Belgique, on est encore très très fort sur les bouillons liquides. Il n'y a vraiment qu'en France où ça avait disparu. Voilà, nous, notre objectif, c'est de le remettre sur le marché et de faire comprendre aux gens qu'un bouillon cube n'a absolument rien à voir avec un vrai bouillon. Un bouillon cube, c'est un extrait de poulet de 1%, des EEE, de l'huile de palme. Je ne sais même pas pourquoi ça s'appelle un bouillon, à vrai dire. On parle des steaks végétaux et on parle des steaks de viande. Un bouillon cube, ça ne devrait même pas s'appeler comme ça. Plutôt un exhausteur de goût et pas un bouillon. Donc voilà, la démarche, l'histoire est un peu longue, mais la démarche, elle vient de là. La démarche vient de là, d'accord. Julien Siri, vous les connaissez, vous, les bouillons? Oui, je les connais très bien. Ouais. En plus d'être Bleu Blanqueur, elle est au collège culinaire, dont j'ai la chance de faire partie. Voilà, exactement. Moi, je pense que en fait, les bouillons ont aussi un peu disparu parce qu'en cuisine, il y a un autre temps où on faisait nos bouillons, c'est-à-dire qu'on avait toujours un rondeau sur le feu et puis on balançait toutes nos parures de légumes, on jetait nos morceaux de viande pas utilisés, les os, etc. Et on a dû arrêter de le faire pour des raisons d'hygiène, parce que à l'époque on le laissait même tourner toute la nuit et puis on revenait le lendemain et puis ça faisait des bouillons fantastiques. Et donc on a dû arrêter de le faire. Mais c'est aussi c'est aussi l'expression du mal-être de notre société actuelle, en fait, parce que pour des raisons sanitaires qui ne sont pas vraiment justifiées, voilà, on a sacrifié notre bien-être et du coup le bouillon cube en carré est devenu la norme, exactement. Enfin, je veux dire, à quel moment c'est normal de cuisiner avec un élément liquide qu'on achète déshydraté? Il n'y a rien de logique dans tout ça. Et donc, c'est vrai que je la soutiens depuis le début, depuis que je la connais, parce que je trouve que le produit, il existe partout. En Espagne, par exemple, on en trouve partout. On en trouve en briques. Quand on prépare une bonne paella, il faut un beau bouillon. Quand on fait un risotto, il faut un beau bouillon. Nous, à la maison, on est plus team risotto. Mais effectivement, c'est assez révolutionnaire et nouveau dans le paysage de la gastronomie française de voir des bouillons vendus déjà liquide en fait. Mélanie Clément, on parlait de bouillon tout à l'heure. Aline Lebrun parlait des EEE qu'on trouve dans les produits préparés, surtout ceux qu'il ne faut pas manger. Surtout. En quoi tout ça c'est pas bon, ces émulsifiants, ces exhausteurs de goût, toutes ces composantes qu'on trouve et qui ne sont pas finalement bonnes pour la santé? La particularité de ces molécules, c'est qu'elles sont produites chimiquement. Il y en a même des cancéreuses, je crois. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où ça va passer dans le sang, le corps devrait les utiliser. C'est que de la chimie dans notre corps. Donc le foie, lui, va devoir normalement détoxifier ce qui ne lui est pas utile. S'il n'en est pas capable, il peut le stocker. Voire la plus grande difficulté actuellement, c'est qu'on s'aperçoit que ces molécules, elles peuvent prendre la place de molécules naturelles dont on a besoin, ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Et donc, on va générer des troubles du fonctionnement alimentaire, des troubles du fonctionnement du corps, de par ces molécules qui sont en effet là pour appâter. Aujourd'hui, on sait même qu'elles ont un impact neurologique. Et donc, chez l'enfant, chez la femme enceinte, il va y avoir en effet des précautions à avoir de manière à ne pas transmettre une problématique neurologique. On sait aujourd'hui la difficulté pour les enfants, notamment au niveau des troubles du comportement alimentaire, des troubles du comportement même dans l'apprentissage, où on s'aperçoit au niveau que ce soit les neurologues qui disent il va falloir qu'on prenne les choses à la base, c'est-à-dire que le cerveau, lui, pour se constitué, il va avoir besoin de bonne nourriture. S'il n'a pas cette bonne nourriture, s'il a une nourriture qui n'est pas diversifiée, le cerveau ne peut pas se développer. C'est aussi simple que ça.
Et pour rebondir sur l'histoire du gras qu'on a complètement omis au sein de notre alimentation, dans les années 70, on a compris que le gras pouvait être en effet générateur de problématiques cardiaques. Et donc, à partir le gras, c'est quoi? C'est les lipides, c'est ça? Alors, les lipides, c'est ce qu'on voit dans le terme global sur les emballages. Et on a dit, bon, pour éviter tout risque de maladie cardiovasculaire, on va retirer le gras. Donc les consommateurs ont très bien compris qu'en effet, le beurre, c'était pas idéal, la crème, c'était pas idéal sur le principe de base. Sauf qu'en enlevant le produit qui est au final très peu transformé, on peut tous fabriquer du beurre, hein. C'est en 10 minutes, on le fait dans les écoles, nous, pour leur montrer comment c'est simple de fabriquer du beurre. Sauf que on a gardé tous les produits transformés dans lesquels on rajoutait des produits gras, sauf que le corps ne peut pas les utiliser de la même manière. Aujourd'hui, la science, elle a évolué et elle a bien montré que le gras, il a plusieurs dénominations. Le cholestérol, il y a 2 types de cholestérol. Qu'on va regarder les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, toute la filière bleu blanc cœur qui met bien en avant les oméga 3 parce qu'il va y avoir un impact sur le fonctionnement global de notre corps. Donc, en effet, avoir un produit qui est transformé, c'est un produit pour lequel on va faire des rajouts de fameux quelque chose dont le corps, lui, il n'a pas d'usage. Donc, il va falloir qu'il le positionne, qu'il l'élimine s'il en est capable, sinon il le garde. Et s'il le garde, avec le risque que, en effet, ça fasse des défauts de fonctionnement du corps. Le plus connu actuellement, qui est très documenté, c'est le perturbateur endocrinien, qui va avoir un impact sur le fonctionnement. Alors, on le voit très bien chez la femme. On le voit moins chez l'homme parce que le système hormonal n'est pas tout à fait le même. Mais chez la femme, on le voit très bien, les impacts qu'il peut y avoir au niveau des hormones. On a bien compris que si on veut être en bonne santé, il faut effectivement donc travailler ses propres produits, comme Julien Serry pourrait le faire, ou comme vous pouvez peut-être aussi le faire chez vous. Mais parfois, c'est difficile aussi de se faire à manger parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est un peu compliqué, parce qu'on ne sait pas faire. Ça, c'est des excuses faciles. Mais il y a des gens qui avancent, en tout cas, ces raisons-là. Dans les conférences... Mais est-ce qu'on peut bien manger en achetant dans les grandes surfaces de l'alimentation transformée? Dans les conférences, on explique aux consommateurs qu'il y a en gros 4 grands critères pour s'alimenter et qu'on n'a pas tous les mêmes curseurs. En soi, il n'y a pas de mauvais curseur. Il y a l'idée simplement de pouvoir s'alimenter le plus simplement possible et le plus sainement possible. On définit bien la notion de tarification aussi, parce que les gens n'ont des fois pas l'idée du bien manger. On estimait justement, là, sur nos réseaux sociaux, on avait fait la comparaison d'un steak de bœuf acheté chez notre boucher localement avec des haricots. Le coût était à 2,80 € l'assiette, en sachant qu'un steak avec des haricots, c'est 2 minutes à la poêle en fonction de la manière dont on va cuire le steak. Et on le comparait avec un produit contenant, une petite boîte contenant des pâtes, où là, cette petite boîte très à la mode, on la trouve à plus de 3 € le produit seul. Donc au final, notre steak haricots verts coûtait moins cher. On a aussi plein d'idées préconçues autour du bien manger coûte cher. Alors entre regarder les prix au kilo, regarder les étiquettes, alors on conçoit qu'on ne peut pas tout faire, mais dans la réalité, que ce soit au marché ou au supermarché, on a des produits qui peuvent être de qualité, qui sont faciles à utiliser. J'ai l'habitude de dire, si vous achetez du rôti de porc Côme et que vous ouvrez une conserve de flageolets, en soi, c'est quand même pas très long à faire et vous allez avoir un produit de base que le corps peut utiliser sans problème. Vous voyez, pour la petite histoire de Côme, pour le lien. Donc, il y a matière A. Et pour les protéines, on a aussi les œufs, qui restent un produit de base qui est très, très peu coûteux. Le prix moyen des œufs, alors, il y a vraiment une large palette dans les prix, mais on est à peu près à 25 centimes l'œuf, le prix moyen. Voilà, donc ne pas hésiter donc, de consommer ces produits bruts à fabriquer, à transformer en tout cas chez soi, dans sa cuisine. Frédéric Lalande, vous avez bien sûr à cœur depuis la création de la charcuterie Côme de proposer des produits qui sont justement qui aident en tout cas à bien manger, et ça on l'a compris avec cette filière que vous gérez d'un bout à l'autre ou presque, c'est ça?
avec vos 40 éleveurs de Sarthe et à 100 km autour du Mans, je crois. Oui, nous on a un cœur de. Bon, on travaille avec des éleveurs de la Sarthe et départements limitrophes. Et c'est vrai que pour rejoindre un peu un questionnement, est-ce que c'est long de se préparer à manger je dirais. C'est aussi de l'organisation. Moi, j'ai l'habitude de dire que j'ai jamais eu le temps d'aller à l'église le dimanche matin, mais c'est parce que je dois mal m'organiser. Et c'est vrai qu'il y a moyen de se faire à manger et rapidement, je dirais, en qualité. Et c'est vrai qu'il y a quelques méthodes comme ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi des plats qui sont à cuire un peu plus longtemps. Mais je pense que c'est aussi une réflexion d'organisation. On est tous pris par la vie, mais il suffit de se poser 2 petites minutes pour réfléchir, dire bah, tiens, le temps que ça cuit, je peux aller faire mon repassage ou aller tondre la pelouse. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui font la cuisine aussi. Il faut le savoir quand même. Voilà, Julien Serry en est un bon exemple, effectivement. Voilà. Mais c'est vrai que, en tout cas, chez Charcuterie Com, ça a été très longtemps une vraie question. Puisque tous les matins, nous, on consomme de la charcuterie. L'ancien patron qui a créé l'entreprise, qui s'appelait Joël Tous les matins, Combe, vous consommez de la charcuterie, vous mangez du Sandwich. Oui, on mange une petite tartine de rillettes. On se lève de bonne heure. Hein. Nous, on commence à 5h le matin, donc après, à 8h, il y a la pause. Il fait faim un petit peu. Voilà, et c'est vrai que le créateur de l'entreprise disait toujours... attention, on consomme les produits tous les jours, donc il faut mieux qu'on soit en bonne santé quand même. Et donc c'était quand même important au niveau de l'entreprise, ça a été vraiment une culture d'entreprise où les produits qu'on consomme, oui, on en est sûr que pour la santé, on est bien, que la qualité correspond aussi au goût qu'on veut. Les recettes n'ont pas évolué avec le temps, elles sont restées les mêmes. Les fameuses rillettes de la Sarthe que vous fabriquez, c'est toujours resté les mêmes ingrédients, avec la même qualité d'ingrédients, les mêmes ingrédients mis en œuvre. Oui, en fait, la base, ça a été de travailler sur l'amont, donc au niveau de l'élevage, pour pouvoir, ce que je vous disais au départ, hein, d'avoir un cochon de qualité. Et après, la méthode, même si aujourd'hui, vous m'avez présenté un peu comme salaisonnier, je dirais, nous, on est une entreprise familiale avec des méthodes d'artisans. Et ça, on l'a gardé. On a gardé toute cette méthode d'artisan. C'est vrai que les 7000 pots que je vous annonçais par jour, tout est trempé à la louche. Mais pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, on veut retrouver des gros morceaux dans notre pot. Et ça, il n'y a que la méthode, pour l'instant, d'artisan avec la louche pour remplir ce pot. Et c'est ça qui fait la marque de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'avec une taille de 185 personnes, j'ai du mal à vous dire que je suis un petit artisan. Vous, en tout cas, vous travaillez artisanalement encore aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui vous tient à cœur. Ce qui nous tient à cœur, c'est un produit de qualité, local et bon pour la santé de l'animal et de l'humain. Et c'est ça qui nous tient à cœur. Vous avez un catalogue qui est composé de combien de produits aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a à peu près 150 références. Et mon métier, en fait, c'est de valoriser tout le cochon, puisque dans le cochon, tout est bon. Le gras, c'est la vie, forcément. Et je dirais qu'on va vendre du pied cuit jusqu'à l'oreille, en passant par les rôtis, pâtés, saucissons, andouilles. Voilà. Et donc, on a une gamme très, très longue. Mais mon métier est de valoriser toute la filière. Il faut qu'on ait une filière gagnante. Donc ça va de l'éleveur jusqu'au transformateur, jusqu'au consommateur. Alors de la fourche à la fourchette, hein, c'est pareil. Ça marcherait si vous aviez un éleveur du nord de la France. Oui, mais nous, on est une entreprise locale. Et entreprise locale, ça veut dire un éleveur de Chantenay-Villeux ou du moins du département juste à côté, qui est de la Mayenne. Je crois que Nathalie Kéroas, vous vouliez ajouter quelque chose, et puis Aline également. Oui, juste, Frédéric a parlé de santé des animaux et santé des hommes. Et je dirais que le thème de la table ronde étant la santé dans l'assiette, il y a aussi la santé de notre environnement. Et finalement, le travail des agriculteurs, qui sont des fois décriés pour l'environnement, le climat, le réchauffement climatique, il s'avère qu'en travaillant les modes d'alimentation des animaux et puis des systèmes d'élevage plus durables, ancrés dans leur territoire, comme vient de le décrire Frédéric, c'est aussi vertueux pour l'environnement. Et la nutrition et l'environnement, ça
des fois ça va de pair. Je sais que sur la démarche Bleu Blanc Cœur, nous on a toujours piloté nos référentiels de qualité sur un objectif de qualité nutritionnelle. Et tout à l'heure on disait Bleu Blanc Cœur, c'est on rajoute du lin, mais c'est aussi qu'on interdit l'huile de palme dans l'alimentation des animaux, on limite ou on interdit le soja d'importation qui est lié à la déforestation, on peut faire la part balle aux protéines locales en plus du lin. Et en l'occurrence, ça aussi, ça améliore en moyenne de 20% l'impact carbone des produits issus des filières d'élevage. Et je trouvais intéressant de dire, c'est la santé des animaux, c'est la santé des hommes, mais c'est aussi la santé de notre environnement. Et bien manger, les choix qu'on met dans l'assiette, ça peut ne pas être une contrainte, ça peut être un atout gagnant-gagnant en fait pour la santé de la terre, des animaux et des hommes. Aline Levren, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois, tout à l'heure. Tout à l'heure, Frédéric parlait de priorité qu'on accorde ou pas à la cuisine et au temps qu'on passe en cuisine. En fait, c'est vrai qu'on voit que les modes de vie évoluent et que les gens consacrent de plus en plus de temps à leurs loisirs et à leurs plaisirs. Et finalement, le plaisir de la cuisine, dans beaucoup de foyers, il a disparu. C'est plutôt une contrainte qu'un plaisir. Et aujourd'hui, on recherche des produits pratiques et on a un peu de mal à réutiliser les produits bruts. Donc je pense qu'il y a une vraie carte à jouer. Notamment, moi je suis une marque qui est née un peu à travers les réseaux sociaux et je côtoie Julien de temps en temps. Et participer à démocratiser des produits bruts et à remontrer comment on peut les utiliser, je pense que les gens comme Julien font quand même un gros travail et qu'il faut... Les réseaux sociaux, ça n'a pas que du mal, ça a aussi beaucoup de bon et ça permet de se refamiliariser avec des produits qu'on a oubliés. Des fois, une simple patate, un œuf mais voilà, en fait, on peut déjà faire une recette avec ça. Il suffit des fois de pas grand-chose. Il faut juste s'inspirer, trouver les idées. Et en ça, il y a ça de bon dans les réseaux sociaux. C'est un peu de ça dont vous vous inspirez, Julien. Vous, la vulgarisation, je dirais, de la cuisine. Je pense que c'est un gros mot, mais c'est comme ça. Il faut qu'on arrive à comprendre que déjà la cuisine, ça doit être du plaisir. Si on ne prend pas de plaisir à cuisiner, on ne prendra pas de plaisir à manger. Et il faut que ça soit simple et facile. Alors, je vais peut-être pas mettre tout le monde d'accord autour de la table là, mais moi j'ai un truc que je fais souvent, c'est quand je suis obligé de consommer un ingrédient avec un code barre, je le passe à une application qui s'appelle Yuka, voilà. Et sur cette application, j'ai la liste des additifs, est-ce qu'ils sont cancérogènes, j'ai plein d'infos sur le produit. Et ça me permet de prendre mes décisions parce que au quotidien, on peut pas non plus stigmatiser le consommateur qui ne peut pas faire ses courses au marché parce qu'il n'en a pas les moyens, parce qu'il n'en a pas le temps. Donc il faut qu'on arrive à leur donner le bon chemin pour consommer le mieux possible avec les armes et le temps qu'ils ont à y consacrer. Yuka, justement, c'est une application qu'on utilise tous, on l'a tous presque tous sur notre téléphone, parce qu'on aime bien aujourd'hui. Il y a quand même une certaine sensibilisation à l'inverse de la malbouffe. Aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes, notamment, ça passe par les youtubeurs, ça passe par les réseaux sociaux, qu'ils ont envie de mieux manger. Alors, dire que les jeunes ont envie de mieux manger, je ne sais pas. On a de grands écarts, en fait. On va avoir des jeunes qui vont être très, très adeptes Ils ne vont pas tous chez KFC ou Tacos. C'est ça. Non. En fait, c'est ça. Dans les critères qu'on indiquait du consommateur, on va avoir des jeunes qui vont avoir pour critère l'environnement. Et eux, ils vont être en effet en recherche d'informations. Donc que ce soit Yuka ou que ce soit le Nutri-Score ou autres, toutes les applications, elles ont une porte d'entrée avec une manière d'évaluer. Elles sont toutes imparfaites, mais en même temps, elles amènent toute une information. Donc l'essentiel, c'est d'en avoir une et de se dire, au moins, j'arrive à acheter un produit qui va répondre à mes critères de consommateur. Dans l'idée de la jeunesse, pour qu'elle mange bien, notre cerveau fonctionne dans le mimétisme. Donc, en effet, ça va passer par l'éducation à la santé, l'éducation parentale, l'éducation par les cantines scolaires qui aujourd'hui œuvrent à manger du bon, à acheter du local, à faire la cuisine, à limiter la transformation. Il y a la loi Egalim, je crois, par rapport la loi Egalim qui est appliquée dans tous les établissements scolaires pour lesquels on les suit justement à l'application et à avoir des filières courtes pour pouvoir s'approvisionner. Et donc, chez la jeunesse, l'idée qu'ils puissent bien manger, ça passe par ce que nous, on va transmettre. Qu'est-ce que transmet l'adulte aux plus jeunes ?
Et les réseaux sociaux, ils ont valeur à transmettre une information. Et plus on est nombreux à avoir une information en disant si vous mangez tel produit, il est de qualité et il va vous servir à répondre à vos besoins, c'est tout gagné. Donc en effet, plus on va œuvrer tous dans le même sens, plus on va changer les manières de consommer, et avec l'idée que, en effet, cuisiner rapidement, je dis toujours, une palette de porc avec des pommes de terre, vous mettez ça au four, ça cuit tranquillement pendant 2h30, vous avez rien d'autre à faire. Et la palette de porc, c'est pas un produit qui est très coûteux, en fait. On a à manger pendant 2-3 jours. Aujourd'hui, manger coûte cher parce que la manière dont on le fait, on veut du produit de snacking. C'est-à-dire, je veux maintenant manger quelque chose où en 2 minutes, c'est cuit. Autrefois, quand on revient au bouillon, mais nos grands-mères, elles cuisaient la poule au pot. La poule au pot, on la mangeait chaude. Le lendemain, on la mangeait avec la mayonnaise. On consommait la soupe de poule pendant 3 jours. Elles passaient pas leur temps en cuisine en permanence, hein. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, être dans la cuisine, c'est aussi parce qu'on n'achète pas les produits qui vont nous permettre de consommer pendant 2 jours la même chose. Peut-être parce qu'on a envie de changement, mais dans la réalité, cuisiner peut ne prendre que 10 minutes par jour si on a l'idée d'acheter le produit de base. Et en fait, notre manière de consommer, c'est notre manière d'acheter. Aller faire manger un bouillon de poule à des enfants de 10-15 ans, ça peut se faire. C'est l'éducation, c'est ça. Hein. Vous savez, autrefois, si on demande à tout le monde, quand vous mangiez la soupe de pot-au-feu, votre souvenir c'est quoi? Ils vont vous dire, mais il y avait les pâtes en étoile, l'alphabet dedans. En fait, il y a toujours matière à. Si l'adulte mange la soupe de poule, en fait, par mimétisme, on va donner envie. Si on ne le fait pas, on ne transmettra pas à notre jeunesse l'importance du bien manger. Et donc, dans les lycées agricoles, quand on intervient, c'est aussi cette idée-là on part de la ration alimentaire des animaux, comme vous le disiez très bien, et on dit, vous apprenez ça au lycée, la ration des animaux d'élevage, et vous, votre ration, c'est quoi? Pour terminer, bien manger, c'est un peu aussi d'abord donner à manger du bon à nos animaux, hein. C'est ça, faire en sorte que les animaux qu'on va manger ensuite, nous en bout de chaîne, soient bien nourris, soient dans le mieux-être, le bien-être. Oui, tout à l'heure en guise de boutade, je disais que en fait, on nourrit mieux nos animaux que les gens se nourrissent. Mais je sais pas, c'est pas peut-être le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que nous, au niveau alimentaire, on fait très attention par rapport à nos animaux, par rapport aux dépôts de gras, aux dépôts de maigre, etc., quoi. Alors moi, ce qui m'interroge un peu plus, là, on rentre dans un autre débat, c'est par rapport à toute la viande qui peut nous venir de l'extérieur maintenant. Je ne veux pas développer sur le Mercosur, mais ça, c'est un débat qui dépasse l'agriculture eux-mêmes. Enfin, c'est un débat général. Et puis là, quand on parle de santé, je pense que là, on est en plein dedans, quoi. Mais là, ça, c'est une question à poser après aux personnes à nos politiques. Oui, voilà. Consommer en local, ça reste bien sûr la clé, l'une des clés de la santé dans l'assiette. Consommer des choses qui sont fabriquées pas très loin de chez nous, en fait. Hein. Pas très loin. Alors, le local, on n'a pas l'unité de mesure de distance du local, ça n'existe pas. Alors, local, il y a toujours quelqu'un qui est plus local que nous. Circuit court, souvent. Circuit court. Après, déjà, moi, quand je dis que... quand c'est des créneaux déjà vraiment encadrés, que ce soit Bleu Blanc Cœur, vous êtes dans toute la France, en fait. Alors moi, je dis déjà, quand on mange déjà français, c'est déjà pas mal. Voilà, ce sera sans doute le mot de la fin. Peut-être pour terminer, chacun votre tour. Frédéric Lalande, pour terminer, la santé dans l'assiette, finalement, comment vous pourriez résumer ça au sein de la charcuterie Com? Moi, comment je définirais la santé dans l'assiette? C'est manger un peu de tout. Pas aller dans les extrêmes, que ce soit pas de viande, que de la viande ou que des légumes ou que des crevettes, on va dire. Je pense qu'il faut manger un peu de tout, raisonnablement, peut-être les quantités à revoir. Et puis, je dirais favoriser quand même les produits français, de saison aussi. Et c'est ça qui va faire la santé de votre assiette et c'est ça qui va permettre d'avoir une santé... il faut manger, bouger, hein. Donc il y a bouger et puis bien manger en fait. Nathalie Kéroas, manger de tout en quantité raisonnable. Ouais, c'est manger ça. varié, équilibré, se soucier
effectivement, comme on l'a très bien dit tout à l'heure, de l'origine du produit, de sa filière de qualité, parce que c'est essentiel, on l'a dit, l'agriculteur, c'est un partenaire de la qualité nutritionnelle de notre assiette. Et je rajouterais qu'en plus, un des leviers de tout ça, c'est qu'on met du plaisir dans l'assiette, de la qualité technologique, de la qualité sensorielle, et ça passe par de l'information, de l'éducation. C'est le nerf de la guerre, c'est qu'on a aussi une obligation de transmission. Moi, j'ai connu Julien sur le salon de l'agriculture, sur une activité auprès des enfants, et ça, pour moi, c'est essentiel, parce que si on veut continuer à bien manger, il faut transmettre. Mélanie Clément, la santé dans l'assiette, c'est les box que vous commercialisez aussi, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est de permettre à chacun de comprendre à quoi ça sert de manger. On a complètement omis que manger, c'est pas juste une valeur énergétique et une notion de plaisir. C'est vraiment de répondre aux besoins du corps. Alors autant le faire dans les meilleures conditions. J'ai pour idée de souvent dire votre grand-mère, est-ce qu'elle en mangeait? Alors en fonction de qui on parle, on dit la grand-mère, celle qui est née en 1930, est-ce qu'elle mangeait ce produit-là? Si elle ne le mangeait pas, c'est qu'à un moment, en effet, celui qui vous est proposé n'est peut-être pas de haute qualité. Donc voilà, c'est un moyen comme un autre, en tout cas, d'avoir des produits qui sont adaptés. Et dans nos box, on travaille avec des producteurs locaux, des producteurs français, pour mettre en avant le fait que ce qui est composé va permettre au corps de bien fonctionner. À quoi ça sert de manger, Julien Serry? Vous avez certainement la réponse à cette question, vous qui êtes cuisinier. Je voulais rebondir sur notre rencontre au Salon de l'Agriculture avec une association aussi qui s'appelle Les Enfants Cuisine, dont je suis un fervent militant. Et je pense que ça démarre par là. Il faut nos enfants, leur donner le goût de la cuisine, leur donner le goût du bon produit. Et par exemple, on a un atelier qu'on fait aux enfants cuisine. C'est très compliqué de faire manger un pesto frais aux enfants, par exemple, parce que c'est vert et que voilà. Sauf que nous, on le retravaille, on fait des gnocchis au pesto et on appelle ça des crottes de nez de Shrek, et ils se battent pour les manger. Donc en fait, il faut juste être malin, et c'est comme pour cuisiner à la maison. Tout à l'heure, on parlait du temps qu'on consacre à la cuisine. Il faut juste être malin et essayer de trouver des astuces pour arriver à nos fins. Voilà, trouver des astuces et passer un peu de temps en cuisine pour cuisiner. On arrive à une époque où on cuisine un peu des plats un peu plus gras, un peu plus consistants, avec pourquoi pas les bouillons umami. Umami, donc effectivement, oui, des bouillons qui ont mijoté à votre place pendant 24 heures pour vous faciliter le temps et gagner un peu de temps en cuisine quand vous en avez besoin, malgré tout avec des produits bruts, sans additifs et sans conservateurs. Et effectivement, idéal pour la saison des plats mijotés, des soupes, des risottos et toutes ces petites choses-là qu'on aime bien se faire en gagnant un peu de temps. Voilà. Eh bien, en cuisine, merci à vous tous et merci d'avoir assisté à cette table ronde.